Bonjour à toi, cher spectateur. Et aujourd'hui, à Bordeaux, il était une fois dans l'Ouest, once upon a time in the West. C'est pas, il était une fois en Amérique. Et On non. ne parle pas de la mafia ce coup-ci. Non, non, on parle des Italiens quand même, parce que c'est Sergio Leone, c'est Italie. Et là, ça a été tourné en Arizona. Ah oui, oui. Et à Cinecittà, il faut bien l'avouer. Donc, le chef-d'œuvre de Sergio Leone, évidemment. Des chefs-d'œuvre. Parce qu'il en a fait plusieurs. Oui, mais on va dire que on va dire que quand on parle de Sergio Leone, par découlement, c'est vrai qu'on a tendance à parler de celui-là ou du Bon, de la Brute et le Truand. Oui. C'est vrai que on va dire que c'est ces deux. Alors disons que ce n'est pas son chef-d'œuvre, c'est un de ses films phares. Voilà. Voilà, comme ça tu es content. L'histoire, alors comment on pourrait résumer ça? On va suivre trois personnages, un étranger, un autochtone de la ville et un espèce de chasseur de primes. Enfin, il va y avoir un quatrième parce que là, ce que tu as cité, c'est les trois camps qui s'opposent. Ouais. Et il y a aussi surtout la femme jouée par Claude La femme de McBain. Ouais. Donc une femme qui vient de Nouvelle-Orléans et qui arrive pour devenir l'épouse d'un fermier du Cru qui avait un plan mais qui gênait un salopard, donc le salopard le fit éliminer. Ouais, mais en fait, c'est vrai qu'on pourrait résumer ça comme ça parce que c'est le personnage central du film au final. Tout à fait. C'est vrai que c'est pas le premier personnage avec lequel on a introduit. Le premier personnage qu'on découvre réellement, c'est l'étranger. C'est l'étranger, Harmonica. Mais c'est vrai que c'est elle qui va par la suite être le centre du récit et le centre de la narration du film. Ça va être l'enjeu et à mon avis, bah là on peut déjà aller sur l'analyse parce que pour moi c'est le seul film de femme de Sergio Leone. Parce qu'on connaît par exemple la trilogie du dollar où justement c'est des... Tout le temps des marginaux des hommes, et des hommes. Ce sont des hommes qui se battent. Parce que là, vraiment, c'est le triomphe de la femme à la fin, et dans l'ensemble, puisque c'est le principe féminin qui gagne, qui est celui de vie. Parce que les hommes sont contraints soit à la mort, soit ils sont entourés par la mort. Voilà, soit ils sont dans la société, et alors on se retrouve sur les deux, il y a deux camps opposés, il y a les travailleurs, et il y a cette race ancienne, comme on dit dans le film, qui est en train de s'éteindre, celle justement des nomades guerriers, un peu pillards, donc ce qui avait formé l'ancienne Ouest sauvage, qui est obligé de se décomposer face à l'arrivée du train. Donc, voilà, désolé, on part tout de suite dans l'analyse. Mais... Non, mais t'as raison. Mais c'est vrai que, ouais, déjà en mettant le film dans son contexte de l'époque, c'est-à-dire 1968, on était déjà dans une époque assez charnière, on va dire, pour Leone et pour le cinéma en général, parce que Leone venait tout juste vraiment de sortir, on va dire, du cinéma italien à proprement parler, parce qu'avant il était encore enfermé, on va dire, dans le western spaghetti, et il était encore dans sa trilogie du dollar, et là il en sort complètement avec ce film-là. Et avec ce film-là, en plus, il devient vraiment un collaborateur américain parce qu'il y a encore des codes de cinéma spaghetti dans son film. Et ça a aussi été tourné à Cinecittà. Donc, et voilà. Et en plus, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a des codes de cinéma de western américain qui viennent se mêler à ces codes de western spaghetti qu'il a mis en place. C'est-à-dire que la scène d'introduction, c'est du western spaghetti, mais ensuite la scène de l'arrivée de la jeune femme dans la ville, c'est littéralement du western américain. On est vraiment dans la découverte de l'Ouest, du Grand Ouest, et c'est vraiment le premier film de Leone, pour moi je trouve, qui assume son côté hybride, dans le sens où il est un petit peu entre ces deux cinémas-là. Et pour moi, le film, toi tu l'as dit, c'est un film de femme, pour moi ça va encore plus loin. Je trouve que au-delà d'être Leone qui essaye d'amener des codes de cinéma italien dans le cinéma américain, c'est littéralement Leone qui essaye de montrer que le cinéma, comme il le pense, est voué à mourir malheureusement. Qui va forcément être conquis par les grands de l'Est, qu'ils considèrent comme les Américains, qui vont forcément devoir prendre une place énormissime dans notre production, et que lui va plus pouvoir complètement y placer ses codes. Et on le verra ensuite, Leone, après ce film, va complètement sortir du système américain et du western quasiment, pour aller tourner ses petits films en guérilla de son côté. Il y aura ensuite Il était une fois la Révolution, et pour moi Il était une fois la Révolution, c'est typiquement... En Amérique aussi. Qui arrivera beaucoup plus tard, mais Il était une fois la Révolution, ça arrivait juste après, mais Il était une fois la Révolution, pour moi c'est typiquement ça, c'est Leone qui a compris qu'il ne pourrait plus apposer sa vision du cinéma dans ses westerns, et qui va souhaiter sortir de ce système-là pour aller livrer une autre vision du western qui donnera Il était une fois la Révolution, qui est vraiment à part lui. Enfin, quand on le regarde, il est vraiment en dehors de tout ça, je trouve. Il faudrait que j'analyse, mais
Je suis pas complètement d'accord là-dessus, parce que justement pour moi, le système ancien, si j'ose dire, qui est représenté justement par les aventuriers, n'est pas un système producteur. C'est-à-dire que on a bien en parallèle, c'est surtout visible dans la composition des plans, parce que moi c'est un truc qui me fascine chez Léon, c'est la composition de ces plans. Vous avez les personnages aventuriers, et ils sont toujours entourés, d'une manière ou d'une autre, par des gens qui travaillent, des anonymes, qui sont affairés à construire. Et justement, alors, et là, Claudia Cardinal, en tant que femme, c'est-à-dire qu'élément créateur, est une femme travailleuse, mais qui va à l'aventure en quelque sorte, et qui triomphe justement quand elle soumet les aventuriers, tout en restant aussi l'objet de recherche, de conquête, de quête des aventuriers. Ça se voit avec le dernier... La dernière scène qu'elle a avec Cheyenne, lorsqu'il lui met la main au cul, il dit « Faites comme si de rien n'était, nous l'avons bien mérité. » Et justement, mais tu vois, les aventuriers, que ce soit Franck, que ce soit Harmonica, que ce soit Cheyenne, eux ne sont pas des producteurs, ce sont des nomades parasites, on peut le dire, parce que chaque fois qu'ils sont face à un travailleur, ils l'humilient, comme le chef de gare, la première scène, ce genre de choses. Vraiment, tout ce qui est femme, avec Claudia Cardinal, c'est la femme créatrice en rédemption en même temps, parce qu'elle elle s'enfuit de la Nouvelle-Orléans en tant que prostituée pour devenir épouse, mais surtout être le pilier central, à la fois de la famille qu'elle voulait rejoindre, mais ensuite de la petite ville qu'elle commence à créer. Ouais, et là, c'est là qu'on voit justement que c'est du travail non capitalistique, lorsqu'elle vient donner leur salaire, entre guillemets, aux travailleurs, elle leur donne de l'eau. Et elle fait comme si de rien n'était, on lui met la main au cul. Donc là, c'est l'amour à l'eau fraîche, quoi. C'est ça. Non, mais ouais. Encore une fois, peut-être qu'on surinterprète. Hein. Ah non, mais je pense que ce film, malheureusement, ça fait partie de ces nombreux longs métrages, tu sais, qui, avec le temps, gagnent en degré de lecture et en niveau d'analyse, qui fait que plus il va avancer dans le temps, ce film, ça se trouve, quand il aura 100 ans, ce film, il y aura des degrés d'analyse qu'on n'a même pas encore conscience qu'il pourra avoir. Enfin, c'est absolument fou. Mais par contre, s'il y a une question du genre, il était une fois dans l'Ouest, prédisait la cybernétique, ça ira pas. Ça sera peut-être un petit peu compliqué. Sachons une raison gardée. On va peut-être revenir un petit peu plus sur Terre, on va aborder la mise en scène, plus littéralement, vu que là on était plus sur l'analyse du scénario. Là, la mise en scène, concrètement, enfin, moi ce qui m'impressionne toujours, et j'imagine que toi aussi, mais avec le temps et avec même le passage de numérique, je trouve que la mise en scène de Léon, elle gagne en intensité et en côté épique. C'est assez hallucinant de voir que même aujourd'hui, ce genre de mise en scène-là, tu as très peu de réalisateurs qui ambitionnent de viser autant de grandeur, on va dire, à travers des paysages comme ça. Moi, la dernière fois où je l'ai vu comme ça, où j'ai ressenti qu'un réalisateur avait envie de faire ça, c'était Gore Verbinski sur The Lone Ranger, qui avait vraiment envie de renouer avec ça à travers ses grands cadres, mais qui malheureusement cédait au numérique pour vouloir absolument revenir à quelque chose de vraiment, on va dire... dans le côté épique comme on l'entend aujourd'hui, et plus côté épique qui vient naturellement se joindre à un cadre qui viendrait amener quelque chose de grandiose sans forcément devoir l'ajouter ensuite. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, mais moi j'ai un petit bémol à mettre là-dessus. Parce que, bon, en même temps, il faut bien l'avouer, même si ça reste un très très bon film, donc je disais, les cadres de Léon, ces plans, ils sont hallucinants de structure, il n'en reste pas moins qu'on ressent l'âge. Bon, il y a des trucs aussi qui m'ont marqué maintenant que je l'ai revu, parce que je ne le vois pas tous les jours, il faut bien le reconnaître. On n'a pas toujours le temps de se poser pour regarder un film de 2h45. Mais donc, il y a un rythme, et il y a parfois des gags qui me gênait, parce que le rythme parfois est un peu trop lent. Bon, en même temps c'est un rythme, si je veux dire, de plaine, de western, donc c'est normal. Je veux dire, si c'est un truc à 100 à l'heure tout le temps, ça n'irait pas. Mais en même temps il y a l'humour un peu la Terence Hill, qui préfigure Terence Hill, qui m'a un peu gêné. J'arrivais pas à le repérer dans mes premiers visionnages, là je l'ai repéré, qui m'a un peu gêné. J'ai l'impression que en fait, c'est comme s'il y avait deux films
qui se mélangeaient en serpentant l'un sur l'autre. D'accord. Tu vois, il y a des scènes qui ne sont pas grandioses et qui ne sont pas non plus grandement significatives. Elles sont là un peu plus pour le gag. Et je trouve, bon, ça fait une respiration, mais je trouve que ça fait que ça cause un petit problème. Que ce soit dans la rythmique ou que ce soit dans l'importance qu'on donne aux personnages. Parce que un des grands éléments qui est génial dans Il était une fois dans l'Ouest, ce sont ces personnages, Claudia Cardinal en tête pour moi, qui est vraiment, il apparaît en premier dans le générique, et c'est la raison. Ensuite, donc, le trio Franck, Cheyenne et Harmonica, qui en se tourne autour d'une certaine manière, complètement. Oui. Donc les personnages sont géniaux, mais ils sont parfois desservis par justement le côté gaguesque qui donne l'impression qu'en fait il ne peut rien leur arriver qui ne soit pas dans le scénario. On sent qu'il y a du scénario derrière. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais, il y a vraiment un trop grand détachement au niveau de la narration entre ce que font les personnages et ce qu'ils devraient faire. Ça s'implique pas. Ok, d'accord. Ouais. Désolé, j'ai un peu de mal à... Non, mais je vois bien ce que tu veux dire. C'est vrai que oui, mais c'est un peu le propre de tous les films malheureusement, mais c'est le jeu subtil que doit faire le réalisateur avec ses scénaristes, c'est faire croire justement que même si le chemin du personnage est tout tracé, il peut lui arriver tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que si on sent que ça ne marche pas, ça pose énormément de problèmes. Il y a des réels qui arrivent, bon, pas dans tous leurs films, mais par exemple la première partie des films de David Cronenberg, je l'adorais pour ça. C'est vrai qu'on ne sait jamais ce qui va arriver à ces personnages et pourtant tout est logique. C'est ça ce qui est assez dingue. C'est pas faux, ouais. Mais c'est vrai, ouais. Et pour revenir sur le Léoné, et aussi pour parler du fait que c'était dans l'absurde séance, ce genre de film-là, c'est exactement le genre de film qu'on n'arrive plus à voir véritablement au cinéma. Parce que c'est dingue, c'est peu... c'est pas classique. Alors, maintenant, c'est pas académique, mais c'est devenu un classique maintenant, parce qu'il a mérité. Les qualités de ce film font qu'on ne peut pas l'ignorer. Mais en même temps, c'est un film qui est complètement déstructurant, déconstructeur des westerns, que ce soit les westerns spaghetti qu'avait initié Leone avec pour une poignée de dollars, ou les westerns américains qui avaient été fermés en quelque sorte par western spaghetti. Il y a de la déconstruction un peu tout le temps. Ouais, en fait, il assimile toutes les références et tout ce qui a pu passer avant pour en ressortir quelque chose de nouveau et quelque chose de neuf, mais qui sont en fait très respectueux également de ses aînés. Enfin, c'est ce qui a toujours été impressionnant chez le style de Leone, c'était de voir à quel point du John Ford à du Howard Hawks, il arrivait à l'assimiler pour en ressortir des codes qu'il parvenait à détourner pour apporter quelque chose de nouveau dans son cinéma. Tout à fait. C'était ce qui était vraiment saisissant. Au niveau du casting, pour terminer un petit peu, parce qu'on pourrait en parler des heures évidemment de ce film-là, le casting, bon, voilà, c'est que des gueules enchaînées, mais à la pelle, c'est un truc de dingue. Oui. Entre Bronson, entre Fonda, entre Cardinal et entre... Comment il s'appelle le monsieur Jason Robards qui joue Cheyenne. On est sur 4 gueules de cinéma qui sont absolument impressionnantes. Est-ce que tu as quelque chose à en dire sur une de ces gueules-là? Allez, Claudia Cardinal. Qu'est-ce que tu en dirais toi de Claudia Cardinal vraiment en tant qu'actrice? Moi, c'est son regard. Elle a un visage donc, de femme très belle. C'est une femme très belle. Mais elle arrive à donner à son regard beaucoup d'ambiguïté. Elle est battante. Elle est en recherche de survie. Et la survie, pour elle, ça se sent que c'est pas juste ne pas crever, c'est être debout. Et ça se sent surtout dans le dialogue où elle invite Cheyenne en disant vous pouvez me foutre sur la table et prendre plaisir, appelez tous vos hommes. Aucune femme n'est morte de ça, ce serait juste un mauvais souvenir de plus. Ouais, c'est ça, je ferais juste à le nettoyer, vous serez juste un mauvais souvenir que je devrais effacer. Ouais. C'est dans le genre j'ai plus de couilles que toi. Ah bah là c'est compliqué de faire plus radical, là, c'est assez impressionnant. Et puis ouais, là c'est...
Enfin, Claudia Cardinal, elle avait en fait... Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est l'une des plus belles femmes du monde. Même encore aujourd'hui, bon, elle a vieilli, mais quand on regarde les images de l'époque, c'était ce genre de femme, on pouvait se dire... Voilà, on a la sensation que cette femme-là, elle est à peine maquillée, mais qu'elle a un visage, mais qui est absolument exceptionnel. Enfin, elle a une beauté qui se dégage, et ça joue beaucoup sur le personnage, parce que tu l'as dit, ce regard, il parle par lui-même, elle a très peu de mots à dire, elle a très peu de répliques dans le film, et on comprend pourquoi Léon l'a pris elle, et pas une autre. C'est absolument saisissant, et puis ouais, elle a un vrai charisme, quoi. C'est-à-dire que quand elle est face à d'autres hommes, on a la sensation que si elle avait envie, elle pourrait leur prendre le colt et les déboîter d'un seul coup, quoi. Mais qu'elle choisit de ne pas le faire, parce qu'elle sent qu'elle a le dessus sur eux, car elle n'a pas besoin. C'est ça ce qui est extraordinaire avec ce genre de personnage, et c'est ça ce qui donne autant d'admiration et de respect pour des femmes comme ça. Pour des hommes aussi quand il y en a des comme ça, mais c'est disons un peu plus rare parce que là on peut le voir avec les trois Franck, Harmonica et Cheyenne, eux aussi alors des gueules pas possibles. Branson, mais il a une tête, ce mec. Toujours avec un petit sourire narco. C'est ça. Et il a un visage en plus qui semble tellement marqué qu'on arrive à comprendre tout de suite. Il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin. Tu vois, je m'en souviens même plus de cette fameuse séquence de fin où on découvre le pourquoi du comment, sans le révéler. Je me souvenais plus du tout de cette séquence de fin. Et je la sentais quand même revenir uniquement en regardant le visage de Branson parce que. Dans ses fossettes, dans ses rides, dans ce regard complètement noir, il y a tout qui se dégage. Alors pourtant il a les yeux très clairs. Et pourtant il a les yeux très clairs, mais il y a quelque chose qui se dégageait complètement de la posture dans laquelle il est mise, qui faisait qu'on savait déjà ce qui lui était arrivé et pourquoi il faisait tout ça. Puis que dire, Henry Fonda, il est... magistral, parce qu'il faut savoir que Henry Fonda dans les westerns, c'était toujours le gentil. Et ça avait traumatisé les Américains de voir Henry Fonda dans le rôle d'un méchant, surtout d'un méchant... qui est aussi extrêmement ambigu. On sent que c'est un salaud, qui est capable de tout, et pourtant, il va penser un petit peu à Tol Sadoun dans Conan Barbare de John Milius, parce que c'est quelqu'un qui est très fatigué. Ouais. Quand justement, il y a la fameuse scène avec le gamin, ben, il dit « Maintenant que tu as dit mon nom », là, c'est vraiment... Et merde, j'aurais pas voulu que ce soit comme ça, c'est ta faute. Et pourtant, il garde cette stature, voilà, je sais que je vais devoir le faire malheureusement. Voilà. Mais voilà, j'aurais même pas avant le faire. Il est fatigué, et pourtant, il trouve, entre guillemets, la force de sourire. Et c'est pas un sourire, tu vas mourir, petit gamin. Non, c'est vraiment un sourire. Ouais. Désolé, petit. C'est effectivement un sourire de tonton, de grand frère. Et pourtant, il arrive à faire ça, mais quelle indication de jeu on a pu lui donner, ou alors même s'il n'a pas donné d'indication de jeu, moi je suis sûr que Léon, il n'a même pas eu besoin de lui donner des indications de jeu. De toute façon, Fonda c'est un très très grand acteur. Puis quand même il faut parler de John Robards qui joue le personnage de Cheyenne, qui pour le coup lui a vraiment une posture vraiment d'entre-deux. En même temps il a une gueule de salopard, et en même temps c'est quelqu'un qui est très très qui est convenable, on va dire. Ouais, ben oui, en plus c'est le seul qui ait sa tête mise à prix, donc 5000 $. Donc normalement, ça devrait être le salaud, mais c'est un petit peu comme Tuco, c'est le méchant sympathique. C'est le méchant sympathique, et encore pas vraiment méchant, parce que techniquement il agit jamais vraiment. Il agit jamais méchamment. Il agit jamais méchamment. À Tuco qui a pu faire des saloperies dans Le Bon, la Brute et le Truand, on ne le voit rien jamais faire ça. Pourtant, on le voit même devenir être quelqu'un de très responsable lors de la construction de la gare. Franchement, moi je trouve que c'est le personnage qui on va dire au niveau identification, c'est le personnage auquel je m'identifiais le plus parce que je le trouvais vraiment charismatique, très bien joué, attirant comme personnage, avec en même temps un côté méchant qui s'assume complètement, mais une part de gentillesse qui prend le dessus constamment et qui fait que ce personnage-là, on ne le voit jamais faire quelque chose de mal, et pourtant on a la sensation qu'il a dû faire des trucs vraiment dégueulasses. Et que même si on l'emmerde, ou s'il a l'occasion, et entre guillemets qu'on le mérite, ou qu'il nous fait comprendre qu'on le mérite, si jamais tu m'énerves, on va passer à un moment. T'as pas envie que ça t'arrive. Mais comment est-ce qu'on arrive à faire des scènes comme ça, mon sang? C'est monstrueux.
Enfin ouais, bon, voilà, on va arrêter là parce que sinon on pourra encore en parler pendant des heures et des heures et des heures de ce chef-d'œuvre. Et vous n'aimez pas voir des vidéos de plus d'une heure? Oui, voilà, on va éviter ça. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est un film qui vaut largement le coup d'être vu et revu et encore revu. Et analysé. Dans tous les sens, et analysé, mais d'une force que ça serait C'est inconcevable. un plaisir de parler de films comme ça. Ouais, c'est un truc de fou, ouais. Donc voilà, bon, malheureusement il repasse pas en salle, donc on peut pas le conseiller d'aller le voir, mais on vous invite à le regarder en DVD évidemment. Ou d'aller à l'Absurde Séance pour découvrir d'autres films de ce genre. C'est ça, ouais. Parce que à l'Absurde Séance, on fait pas que des loups-garous avec une queue sur perceuse, on a aussi Des chefs-d'œuvre. chefs-d'œuvre. Bon, le prochain film, ça sera pas un chef-d'œuvre malheureusement, mais ça sera un bon film, La merditude des choses, dont on parlera ici, avec Fabien qui reviendra. Ah oui, parce que là il n'était pas avec nous. Maintenant il va pouvoir ramener son grain de sel. Ouais. On t'attend Fabien, hein? Qu'est-ce que tu fais? Et il est chez Chirac. Il est chez Chirac. Il est chez Et Chirac. chez Hollande. Et chez Hollande. Donc voilà. T'es pas gâté mon pauvre. Condoléances. Ouais. Ah, c'est beau. Donc voilà, d'ici là, on se retrouve pour la prochaine absurde séance. Et d'ici là, portez-vous bien. On se revoit au cinéma. Ciao.